Ok, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous êtes en forme en ce début d'après-midi, que vous n'avez pas trop encore dégusté de vin, mais ça viendra après. Je suis ravie d'animer cette table ronde sur un sujet qui peut paraître un peu tech, mais vous allez voir, on va vite le démystifier pour aller rapidement sur les cas d'usage et les retombées. Donc je m'appelle Karen Jou, je suis la CEO et cofondatrice de Doors. On est aujourd'hui le cabinet de conseil leader qui accompagne des grands groupes, des marques sur leurs projets d'innovation qui vont utiliser des technologies comme la blockchain, les mondes immersifs ou le gaming, voilà, dans des secteurs tous très différents. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée par trois super speakers que j'introduirai juste après pour vous dire quelques mots sur le sujet du jour. Peut-être avant de dire un mot, qui dans la salle maîtrise le sujet de la blockchain? Enfin, maîtrise ou on va dire connaît à des notions. Pas mal. Qui est complètement largué et on vous jugera pas. Ok, donc les autres c'est entre deux de ce que j'imagine. Ok, parfait. Vous inquiétez pas, on va essayer de pas trop parler de blockchain en tant que tel, mais plutôt de cas d'usage encore une fois. En fait, on va tourner cette table ronde autour de finalement l'exploration des cas d'usage que permet la technologie blockchain, mais aussi les mondes immersifs pour le monde du vin et des spiritueux et aussi du champagne. On va essayer d'être le plus concret possible. Et peut-être pour démarrer en guise d'introduction, on voit finalement qu'on est dans un contexte en pleine transformation, et je pense que je vous apprends rien en vous disant ça. Dans l'univers du vin notamment et des spiritueux, on a à la fois une consommation qui peut avoir tendance à baisser, ou en tout cas des nouveaux modes de consommation avec une nouvelle génération qui arrive avec ses attentes, ses envies, ses besoins. Un développement et un commerce international qui peut aussi vivre des soubresauts à certains moments, avec aussi son lot de challenges et de défis, comme le risque de la contrefaçon par exemple, mais ce n'est pas le seul. Et en même temps, en face de ça, le vin, les spiritueux, le champagne, qui sont un vrai joyau de notre terroir français et aussi international, que tout le monde chérit, que beaucoup de gens aiment collectionner. Beaucoup de gens aiment aussi l'expérience qui va autour. Et finalement, la question qui se pose, c'est comment on réinvente demain, ou en tout cas on repense le lien entre le vigneron et le consommateur, par exemple, mais aussi avec des investisseurs, avec des fans finalement du vin. Donc voilà un peu les thématiques qu'on va aborder cet après-midi. Et finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette année, et même je dirais depuis 2-3 ans, beaucoup d'initiatives ont eu lieu utilisant la technologie blockchain, mais aussi d'autres technologies au service de ces enjeux, des projets qui ont réussi, d'autres projets qui ont échoué, ou en tout cas qui ont été un peu plus compliqués. On va essayer de décrypter tout ça avec les trois super speakers, et avec une vision réaliste et de se projeter sur quelles seront les tendances et les enjeux de cette année. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Busca, qui est donc la fondatrice et CEO de Wine in Block. Je pense que tu pourras en dire un petit mot juste après. Mais Sylvie, voilà, qui a un parcours assez impressionnant, passé auprès de maisons de renom à des postes de direction générale, et qui désormais s'attache à accompagner des domaines de vin et de champagne grâce aux nouvelles technologies, notamment pour répondre à des enjeux de traçabilité, mais pas que, vous verrez ça juste après. On a Laurent ensuite, qui est donc qui se définit comme un néo-vigneron, ça c'est très intéressant, qui a repris le château Edmus, un grand cru à Saint-Émilion en 2020, qui était auparavant, qui a fait un super parcours dans la tech en passant notamment par Apple, qui a ouvert dès 2021, donc assez précurseur, le château Edmus à 30 investisseurs pour financer un nouveau chai, et qui a réalisé une première collection de Magnum en NFT dès 2022. Et la suite, je ne la tease pas, je te laisserai l'expliquer. Et enfin, Louis... Et qui est le boss de la WineTech aussi. Quand même. Et qui est le boss de la WineTech, effectivement. Mais ça, j'espère quand même que vous l'aviez remarqué. Merci, Louis. Et Louis, donc de Bonne-Case, qui a débuté sa carrière en 2016 en tant que négociant. Il a lancé un premier site web de vin qui acceptait les crypto-monnaies dès 2018. Puis il a créé, cofondé Wine Bottle Club, et ensuite Intercellar. Pareil, j'en dis pas plus, je te laisserai l'expliquer. Vous êtes prêts ? Ok, c'est parti. On démarre tout de suite avec la première partie, peut-être sur qu'est-ce que la blockchain et le Web3, et pourquoi cela peut transformer l'industrie du vin. Donc rapidement, on ne va pas rentrer dans des considérations tech, mais la blockchain, c'est une technologie qui permet d'amener
de la transparence, de la sécurité et plus de confiance en fait à l'ère du numérique et qui s'avère être très utile dans l'univers du vin. Et le Web 3, c'est un peu la nouvelle génération du web qui est composée de cette techno, mais aussi de l'intelligence artificielle, des réalités immersives. Et donc peut-être pour toi, Laurent, une première question. Quels sont pour toi les bénéfices pour le vigneron et pour le consommateur d'utiliser des outils comme la blockchain, les NFT, le Web 3 ? Et pourquoi on a besoin un peu de réenchanter ce lien entre le vigneron et le consommateur ? Il y a un an, jour pour jour, au même endroit, on présentait un premier livre blanc autour justement de ces NFT et de comment, en 10 points, il nous semblait qu'ils allaient pouvoir révolutionner le monde du vin. Donc, vous pouvez toujours télécharger ce livre blanc sur le site de la WineTech. Il est disponible. Il explique en 10 points ce qui peut se passer. Un an après, puisque c'est un peu le bilan, on regarde un peu les choses différemment. Et parmi ces 10 points, moi, et là je prends ma casquette de vigneron, la chose principale qui a été un atout pour moi, ça a été ma capacité à créer une relation avec le client final, une interaction. En fait, on va oublier la technologie, on va oublier même le nom NFT, on s'en fiche en fait. Qui se souvient aujourd'hui du codec de musique, est-ce que c'était un MP3 ou un MP4 ? Aujourd'hui, vous avez juste votre musique en ligne, elle est dans le cloud, et peu importe en fait la technologie qui est derrière. On pense que sur les NFT, ce sera pareil, on va oublier un jour cet acronyme barbare et savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, et ce qui va compter, c'est vraiment l'expérience utilisateur. Et vraiment, nous, ce que l'on a vu, c'est quand on efface cette complexité, quand on efface cette technologie, qu'on la rend grâce à des interfaces relativement simples, le client, en fait, il ne sait même pas que derrière, il y a une techno Web 3, blockchain, peu importe. Et derrière, il y a un lien de confiance, qui se crée. J'ai cette technologie qui me sécurise que ma transaction, elle est bien faite, elle n'est pas copiable, que mes bouteilles sont des vraies bouteilles, qu'elles sont authentifiées, qu'elles sont tracées, je sais où est-ce qu'elles sont. J'en ai la certitude, j'ai le certificat qui me dit où est-ce qu'elles sont. Donc on crée une confiance et on crée un dialogue. C'est-à-dire que cette technologie, les porteurs de cette technologie, les porteurs de cette carte, dans le cas du Club Enus, les porteurs de cette carte, ils ont un accès directement à leur bouteille, aux vignerons. On a créé un groupe WhatsApp avec qui on peut donc dialoguer. On authentifie les gens qui sont dans ce groupe grâce à cette carte, grâce à cette technologie de blockchain faite par Interstellar. Et du coup, c'est vraiment ça. En fait, c'est quand on a réussi en fait à effacer la technologie et qu'on a mis devant l'humain et le bénéfice de ce qu'on pouvait faire grâce à cette technologie qu'on voit vraiment les avantages qui sont indéniables. Donc effectivement, là, on voit un premier cas d'usage assez intéressant sur, au final, l'expérience consommateur et aussi toute la partie identification. Et justement, si on continue sur ce volet-là, qu'on va un petit peu plus loin, Sylvie, sur les enjeux de traçabilité, d'authentification, de certification. Là aussi, on va essayer d'enlever la tech, mais quand même, la tech peut apporter des choses assez importantes et surtout indispensables en fait dans le contexte de l'industrie du vin. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces sujets-là, de ce que vous avez développé du coup Oui, bien sûr. Alors, je rejoins Laurent. Effectivement, au départ, on parlait beaucoup de blockchain et finalement, on a fini par abandonner totalement le nom. Aujourd'hui, on préfère parler de passeport digital sécurisé par la technologie blockchain, ce qui lui donne vraiment un niveau de sécurité ultime. Alors nous, chez One in Block, en fait, l'idée, c'est vraiment de doter chaque bouteille de son propre passeport digital. Pourquoi ? Pour permettre l'authentification d'une bouteille partout dans le monde de façon très simple, avec un simple smartphone, d'assurer aussi la traçabilité des vins, d'assurer leur provenance et de créer un lien de confiance effectivement avec le consommateur final, puisque avec un simple smartphone, le client accède au passeport digital de la bouteille, il n'a pas besoin de passer par un intermédiaire, il s'assure lui-même de l'authenticité, de la traçabilité et de la provenance de sa bouteille. Donc en fait, c'est vraiment recréer ce lien de confiance dans un secteur où il y a énormément d'intermédiaires, puisque dans le vin, c'est quand même très particulier. On a le domaine, on a le distributeur, le retailer, l'importateur. Parfois, le vin fait plusieurs fois le tour du monde. Donc l'idée, c'est vraiment d'assurer, quel que soit le porteur de la bouteille, de pouvoir s'assurer de l'authenticité, de la traçabilité, de la provenance par le passeport digital. Je pense qu'on reviendra après sur des exemples concrets. Peut-être pour continuer, Louis et peut-être Laurent, si tu veux ajouter aussi des choses, mais si on parle maintenant un peu des enjeux aussi d'investissement, de distribution, de monétisation, qui sont aussi d'autres enjeux importants aujourd'hui dans l'industrie du vin, et les enjeux en termes d'expérience client. Est-ce que tu peux nous partager un peu, toi, ta vision et ton bilan là-dessus ?
Tout à fait. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci Karen. C'est important, je pense qu'on soit là pour discuter de cette technologie qui paraît parfois un peu complexe et qu'on essaye ensemble. D'ailleurs, avec Laurent, avec Sylvie, on œuvre finalement pour la même chose, rendre la distribution, améliorer en fait la distribution et l'expérience du client. Donc, je suis content d'être là, content que vous soyez là pour nous écouter aujourd'hui. Moi, je dirais, faire des bilans, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que cette technologie va très vite. Donc, des bilans, on pourrait en faire finalement de manière presque hebdomadaire. Tout avance très vite. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que finalement, comme Laurent le dit, on va à terme oublier la technologie qu'il y a derrière et se focaliser finalement sur les vraies utilités de la blockchain. Il y a des industries dans lesquelles on essaye, parce que aussi c'est la mode, de absolument implanter la blockchain. Aujourd'hui, le vin et les spiritueux, c'est un secteur dans lequel ça se prête très bien. Et tu le disais notamment, tu parles d'investissement, d'expérience client, etc. Et la blockchain, on y reviendra un petit peu plus en détail après, permet de structurer un marché secondaire qui existe, par exemple, sans pour autant alimenter une certaine spéculation, mais l'idée c'est de maîtriser ce marché, et c'est très important pour les marques de savoir où vont leurs vins, où vont leurs bouteilles de spiritueux. Et après, en termes d'expérience utilisateur, il faut savoir en fait aussi utiliser les nouvelles technologies pour leur aspect marketing. C'est pas forcément un gros mot que de dire j'utilise la blockchain, parce qu'aussi c'est tendance, et c'est vrai que ça va aussi attirer une clientèle plus jeune qui a soif d'autres expériences. Aujourd'hui, quand on achète du vin, peut-être que l'expérience elle peut être améliorée, et au travers de beaucoup d'outils, et c'est le bilan moi, que je ferai des années de travail qu'on a mis en place, c'est que finalement l'utilisateur il va chercher des avantages concrets liés à la technologie, et puis aussi une expérience utilisateur liée par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, au côté immersif, au côté gamification, c'est un bien grand mot, mais le but c'est de rendre ludique et intéressant l'achat de vins et spiritueux. Voilà. Laurent, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, mais je pense qu'on a exactement les mêmes constats, donc je vous confirme absolument tout ce qui a été dit là. Pour peut-être complémenter un petit peu le propos, je pense qu'effectivement on est dans cette phase de vulgarisation. C'est-à-dire que la technologie, on va l'oublier, elle est sous le tapis. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans un moteur de voiture quand on appuie sur l'accélérateur ou le frein, mais on sait que si on appuie sur l'accélérateur, on ira plus vite, et le frein, on va s'arrêter. On a cette confiance. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a confiance dans la techno parce qu'elle permet de délivrer des certificats, de l'authenticité, de la traçabilité, une expérience client. Et on s'est attaché peut-être pendant cette année à justement avoir des outils de pilotage qui étaient beaucoup plus simples, beaucoup plus intuitifs, sans vouloir parler forcément à des geeks, à des gens qui maîtrisent cette techno, mais la vulgariser au maximum. Je pense que c'est le travail qu'on s'applique à faire. Il y a encore du travail à faire pour aller un petit peu plus loin, mais l'idée c'est vraiment d'avoir la confiance comme quoi cette technologie peut répondre aux besoins de la filière. Et je donnerai juste un chiffre. Quand il y a 2 ans, nous on lançait une première collection de bouteilles qui était NFTisée, maintenant c'est une collection par semaine qui se lance. Donc si vous posez la question de savoir est-ce qu'il y a une pérennité, est-ce qu'on voit ce genre de technologie se développer, actuellement c'est toutes les semaines que vous voyez des nouvelles collections de vins qui sont NFTisées, on rentrera peut-être dans le détail plus tard, mais donc c'est une adaptation absolument massive. Et il y a des bonnes raisons à ça, c'est parce que ça résout vraiment des problèmes de la filière, ça répond vraiment à des attentes clients, à des attentes consommateurs, et les domaines s'en sont emparés. Alors des fois c'est juste en mode pour essayer, pour tester, mais c'est une adaptation absolument massif. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le souligner. Dans toutes les industries, encore plus dans le vin, on est clairement dans une phase d'éducation encore, de structuration et de consolidation d'une vision et d'un socle technologique. Donc effectivement, aujourd'hui, la technologie est globalement mature, même s'il y a encore des développements à prévoir. Maintenant, c'est les usages qui doivent devenir matures, et puis c'est les business models autour qui doivent se construire et se pérenniser. Mais de la même manière que sur Internet, au final, effectivement, le e-commerce ou les réseaux sociaux, on ne cherche pas à soulever le capot et à se demander ce qu'il y a en dessous, sauf pour les techs. On cherche plutôt à regarder les cas d'usage et les retombées positives pour son business. C'est justement parfait pour transiter justement sur la deuxième partie. Et là, on va essayer de vous projeter un peu plus dans finalement des cas d'usage concrets, revenir avec vous trois sur des activations que vous avez pu faire à différents niveaux. Avoir vraiment votre retour d'expérience vrai avec finalement les challenges, les défis, mais aussi les succès et potentiellement ce qui n'a pas marché ou ce que vous avez tiré comme conclusion. Et si vous avez quelques chiffres clés, c'est toujours mieux pour illustrer. Peut-être Sylvie, on peut commencer avec toi.
comment on passe de contraintes à opportunités. On sait que finalement, la question de la traçabilité, de l'authentification, ça peut être perçu à première vue comme une contrainte. Et en fait, derrière, on peut tirer le fil pour en faire une opportunité dans l'expérience client. Je crois que tu as un cas d'usage dans le champagne dont tu veux nous parler. Et je peux d'ailleurs passer tes slides. Magnifique. Oui, alors c'est vrai que la nouvelle réglementation sur l'étiquetage plaide clairement en faveur du passeport digital, dans la mesure où ça devient le support en fait pour non seulement répondre à cette réglementation, mais aussi aller plus loin et proposer à vos clients en fait de la traçabilité, de l'engagement client, de la communication sur le domaine ou encore sur le produit. Effectivement, pour être tout à fait concret, alors il faut savoir aussi que la blockchain ou les technologies que l'on utilise, elles sont pas, on ne les utilise pas seules en fait. On a tout un support technologique aussi qui est autour. Et là, par exemple, dans le cadre du champagne, c'est un très bon exemple puisqu'on est en partenariat avec une société qui s'appelle Checkpoint, qui est le leader de la traçabilité RFID. Donc, ils ont équipé des sociétés telles que Decathlon, telles que McDonald's, par exemple. Donc, c'est vraiment des experts de la traçabilité. Et aujourd'hui, très concrètement, sur le champagne, on est capable de dire que telle bouteille est dans telle caisse, que telle caisse est sur telle palette, que telle palette va chez tel client. C'est relié en même temps, en fait, à l'ERP du domaine. Le tout est sécurisé par la technologie blockchain. Le même passeport est capable de communiquer avec le client final ou aussi avec des intermédiaires tels que la supply chain ou des entrepositaires, des transporteurs, etc. Donc en fait, la technologie, le passeport digital, il n'est pas tout seul dans son coin. En fait, il fait partie intégrante en fait, de tout un système qui va permettre en fait, au domaine de créer le lien de confiance jusqu'au consommateur final. J'ai été claire ? C'était très clair, non, mais je passe en même temps ta slide aussi sur le Quib. D'accord, justement. oui, alors ça c'est un deuxième sujet qui est très intéressant aussi. Là on est vraiment dans la traçabilité de la qualité. On a créé un petit boîtier électronique qui s'appelle le Quib et qui va venir tracer les alarmes de température et d'hygrométrie des vins ou des caisses pendant leur transport et leur stockage. Donc là c'est très simple, ce petit boîtier, toujours pareil, enregistre des alarmes qui vont être enregistrées dans la blockchain. Donc personne ne peut les modifier ou encore les effacer. Donc le domaine équipe ces caisses, ces palettes, ces containers de ce boîtier électronique. À destination, le destinataire, enfin le réceptionnaire va taguer toujours avec un smartphone, c'est extrêmement simple, les données et va s'apercevoir, enfin va pouvoir en tout cas savoir si le vin a été stocké, transporté dans des bonnes conditions. Et les données sont également remontées jusqu'au domaine pour qu'en fait les données soient partagées entre les deux parties. Justement, si on revient rapidement sur ton cas d'usage dans le champagne, mais qui peut être valable dans le vin et ailleurs, c'est quoi vraiment les pain points auxquels tu réponds ? Donc, il y a effectivement le risque de contrefaçon, la traçabilité, et qu'est-ce que ça apporte comme résultat concret ? Est-ce que tu as des exemples à nous donner ? Oui. Alors, effectivement, ça permet du point de vue du consommateur de s'assurer de l'authenticité, mais du point de vue du domaine, c'est un peu du donnant-donnant, si je puis dire. Ça peut être aussi un très bon moyen de s'assurer qu'il n'y a pas de marché parallèle et que finalement les distributions sont bien respectées telles que le domaine le souhaite. Très concrètement, là, je suis factuelle en fait. Et si on parle un peu de ROI, enfin de retour sur investissement, qu'est-ce que ça permet ? Est-ce que ça permet d'optimiser les coûts, de diminuer d'optimiser des process ? Enfin, vraiment pour l'entreprise, c'est quoi le bénéfice finalement ? Je pense que c'est des questions qu'on vous pose souvent, d'aller prendre ce type de solution. Alors les ROI ne sont pas forcément les mêmes pour tous les domaines parce qu'ils ont tous leurs objectifs bien précis. Déjà, l'image, puisque le risque de contrefaçon, c'est quand même un énorme risque d'image pour un domaine, et en particulier pour des maisons telles que les champagnes qui sont quand même... qui sont quand même tenus à avoir une image irréprochable, notamment sur les marchés export. D'autres, ça va être vraiment le respect de la distribution. Les marchés parallèles sont vraiment un enjeu crucial pour la plupart des domaines aussi, notamment les grands domaines, mais pas que d'ailleurs. Les ROI sont vraiment divers et variés en fonction des domaines. Mais on va juste dire, image en priorité, traçabilité et lien de confiance avec le consommateur. C'est déjà pas mal. Donc effectivement, là, on a vu toute cette partie finalement traçabilité, authentification, certification. Peut-être Laurent, si toi maintenant, tu peux nous permettre de voyager un peu dans ton univers. Quand on est vigneron, pourquoi on utilise des nouvelles techs ?
c'est quoi les challenges auxquels tu as fait face et les résultats. Et je pense que tu vas nous parler du club allocataire ou de l'expérience de lancer une collection NFT, justement. Et tu as ta slide, toi aussi. Je crois que tu peux même cliquer une deuxième fois sur le... Je crois qu'il n'y a pas d'animation prévue. Moi, j'ai la chance d'être assis ici au milieu de vous à la WineTech, d'être au cœur de ces entrepreneurs qui maîtrisent ces technologies, qui savent les utiliser et donc qui donnent beaucoup d'inspiration. Le premier projet que vous voyez ici, avec le titre c'était l'Express, la folie des NFT s'empare des grands crus. Vous avez une image d'une étiquette d'un magnum de Château Edmus que nous avions réalisé à l'époque. On avait fait une série de 10 magnums avec 10 étiquettes différentes faites par un artiste. Donc chaque étiquette était absolument des œuvres magnifiques. Et on a décidé donc de vendre ces 10 magnums aux enchères en NFT. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce que l'on vendait, ce n'était pas la bouteille, mais c'était l'image de la bouteille avec cette étiquette. Donc le NFT de la bouteille, qui était ici une image, et qui est en fait le titre de propriété, le jumeau numérique de la bouteille. La bouteille était stockée chez le partenaire qui mettait un contrat de stockage de 5 ans. Et le client n'achetait qu'en fait que le NFT. Et ce NFT, donc, quand il en avait la possession, il pouvait aussi le revendre à d'autres personnes sans que la bouteille, elle, ne bouge d'endroit. Donc on a fait ça à un périmètre limité, c'était 10 magnums, c'était pas grand-chose. Il y avait de très belles étiquettes. Le partenaire, c'est Ideal Wine, qui est une des startups de la WineTech. Et on a mis les bouteilles aux enchères à 1 euro. Je tremblais un peu quand on a mis ce prix-là de démarrage parce on avait beaucoup travaillé, je ne savais pas ce que ça allait donner. C'est une de nos cuvées qui s'appelle Phi, c'est le tatouage de la jeune femme sur son bras. Phi, c'est un vin 100% Cabernet Franc, un grand cru de Saint-Émilion en vin nature, en biodynamique, qu'on élève dans une cuve en forme d'œuf. Donc c'est un vin très très particulier, c'est un peu un ovni à Saint-Émilion qui est assez rare, on en fait entre 400 et 500 bouteilles par an. On a eu les meilleures notes qu'on ait pu jamais obtenir avec ce vin-là. Il a été reconnu par la Revue des vins de France, par Le Monde, par Le Figaro. Et donc on fait ces 10 magnums, ces 10 étiquettes, on les met aux enchères à 1 euro. Et le marché s'est totalement emballé. Le premier jour, le premier magnum valait plus de 1 000 euros. Et au bout de 9 jours, la bouteille la plus chère s'est vendue 5 200 euros. Il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de travail, il y a une prise de risque. Mais ça nous a vraiment ouvert les oreilles, les écoutilles, en se disant mais qu'est-ce qui se passe? On a envie d'aller plus loin. Donc ça, c'était une micro-collection, c'était en 2022, et on s'est dit mais on veut aller plus loin. Et la deuxième chose que vous voyez à côté, c'est un deuxième projet qu'on a lancé il y a 6 mois avec Intercellar. Le Château Edmus, c'est tout petit, c'est 1,6 hectare, c'est 5000 bouteilles par an. On a un problème d'allocation, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de vin pour tout le monde et on veut s'assurer que nos bouteilles elles aillent au bon endroit. Le but pour nous, c'est de vendre le plus possible en direct. On a des coûts de production qui sont très élevés et donc on ne peut pas se permettre d'avoir 25 intermédiaires parce que nos bouteilles vont se retrouver à des prix inaccessibles sur le marché. Donc on essaie de vendre un tiers de notre production à des clients que l'on connaît. On avait un fichier de gens qui nous achetaient en ligne régulièrement. On a fermé cette boutique en ligne parce qu'on ne pouvait plus mettre de vin sur la boutique, il n'y avait plus rien à vendre. Et on leur a proposé de devenir membre d'un club allocataire. Et là, on s'est inspiré de ce que font les wineries américaines avec les listes de distribution, où vous devenez allocataire, vous vous abonnez, et chaque année, on vous envoie un courrier qui vous dit j'ai 2 bouteilles pour vous, est-ce que vous les voulez? Alors, si vous ne les voulez pas, quelqu'un d'autre les aura. Vous avez 4 jours pour répondre, et ça se passe comme ça. Donc nous, on a créé ce club allocataire. On a souhaité utiliser la technologie des NFT, parce qu'on s'est dit que les cartes de membres, on voulait qu'elles soient digitales. Alors vous les avez ici, en fait, elles n'existent pas, elles n'ont jamais été imprimées. C'est des cartes numériques, vous les avez sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Et la seule entreprise qui était capable de réaliser cette performance technologique, c'était Intercellar, l'entreprise de Louis, avec qui on a un peu essuyé les plâtres. Et on a décidé donc de créer ce club d'allocataires où les cartes étaient des cartes numériques, digitales, en NFT. C'est-à-dire qu'elles sont donc incopiables, on peut les transférer avec une valeur. Elles sont tracées, elles sont authentifiées. On a fait des cartes de 6 bouteilles, de 12 bouteilles, de 24 bouteilles. On a fait une grande campagne d'information au niveau de nos membres, au niveau de la communauté d'Intercellar, qui est la plus grande communauté d'acheteurs aujourd'hui pour ce type de vin. Et on a mis en vente un jour bien donné. Et en une journée, on n'avait jamais vendu autant de vin. Je crois qu'on a vendu ce qu'on vendait en une journée, on vendait en 8 mois. Et donc les gens ont compris ce que c'était, ont adhéré au concept,
On stocke les bouteilles pour eux, ils ont leur carte de membre, on stocke les bouteilles pour eux. Quand ils veulent les recevoir, ils nous le disent. Ils ont une interface sur Intercellar et on leur livre les bouteilles où ils veulent. Et je vais vous livrer quelques chiffres un peu pour que vous compreniez ce que ça nous a permis, nous, d'apprendre. Premièrement, on a la moitié de nos clients qui étaient des anciens clients. Il y a des gens qui nous achetaient du vin sur notre boutique en ligne quand elle était ouverte. La moitié, on fait partie de ce club allocataire. L'autre moitié, c'était des gens qu'on ne connaissait pas et qui venaient de l'univers d'Intercellar, qui venaient des crypto-monnaies, qui venaient de cet univers-là. Et donc, ça nous a permis d'adresser une nouvelle clientèle qu'on ne connaissait pas, premièrement. Deuxième chose, on a rajeuni de 10 ans la moyenne d'âge de nos clients. On était plutôt sur des gens qui avaient autour de 45-50 ans, des clients d'un Grand Cru, de Saint-Émilion, etc. Et là, on a gagné 10 ans. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à vendre nos bouteilles de Saint-Émilion Grand Cru à des gens qui avaient 23, 26 ans. Quand je vous parle d'âge moyen, c'est l'âge moyen, mais on a des gens très jeunes, des femmes. La proportion de femmes est passée de 6% à 12%. C'est pas encore la parité, mais elle a doublé. Et troisième chose dont je voulais vous partager, c'est qu'on a trouvé des clients grâce à cette technologie, grâce à Intercellar, sur des territoires qu'on ne connaissait pas. On a maintenant 30% de nos clients qui sont à l'étranger. On a trouvé des clients à Oman, au Cambodge, à Singapour, en Colombie. Ça, c'est pour les pays exotiques. Mais on a une grosse population aujourd'hui de Suisses, d'Anglais, de Belges, qui sont devenus membres du club. Donc 30% de la population hors France. Voilà, donc ça c'est très concret. C'est ce qu'on a réalisé, c'était au mois d'octobre, je me souviens bien. Et on est très contents. Là, on a fermé les ventes parce qu'on n'avait plus de vin à vendre. On va remettre quelques cartes en distribution au mois d'avril. Il nous en reste une cinquantaine qu'on va pouvoir proposer. Et je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente sur Château Edmus, tout simplement. Super intéressant, Laurent. Et je pense que les chiffres et les tendances sont hyper intéressantes. Juste si tu peux, je me permets de challenger un petit peu, mais j'imagine qu'il y en a qui ont des questions, parce que tout a l'air simple comme ça et hyper positif. Est-ce qu'il y a des défis, des challenges auxquels tu as fait face avec Louis, du coup? Voilà, c'est quoi, et vraiment dans ta vision de vigneron, pour ceux qui peut-être voudraient faire pareil ici dans la salle, voilà, est-ce qu'il y a eu des défis, des challenges qui sont importants à avoir en tête et qui sont du coup qu'on peut largement dépasser puisque c'était une réussite? On est sur les plâtres, hein, donc forcément quand on innove comme ça, quand on fait un truc, on va s'inspirer de wineries américaines, de technologies ici et d'un besoin là. Enfin, tout n'est pas parfait. On a beaucoup transpiré le jour où on a mis en vente parce que bien entendu le serveur a explosé, ça répondait pas. Des gens nous appelaient en nous disant mais j'arrive pas à acheter. Donc on a trouvé, il a fallu qu'on fasse des fichiers Excel pour bloquer les ventes, pour les réinscrire au fur et à mesure à la main. Mais bon, ça fait partie de l'expérience. Mais ça s'est bien passé au final, hein, je rassure. Après, un défi, c'est toujours la logistique. Quand quelqu'un vous appelle 3 jours avant Noël et vous dit voilà, je suis en Allemagne, je voudrais pour mettre sur la table dans 3 jours recevoir mes bouteilles, c'est compliqué. Donc on s'est retrouvé on a trouvé des solutions, c'est-à-dire qu'on l'a fait à la main, on a trouvé des DHL à des prix exorbitants et on a réussi à faire en sorte que les clients puissent recevoir leurs bouteilles en Allemagne pour mettre sur la table de Noël. Mais voilà, c'est ce genre de détails où le diable est toujours dans les détails. Quand tu innoves, tu prends des risques, tu sais que tout ne sera pas parfait. Il faut être réactif, il faut assumer le fait de pouvoir, il faut être transparent vis-à-vis de ses clients en leur disant attendez, non, là ça ne marche pas, on s'excuse, on va améliorer, on revient vers vous quand ça fonctionnera. C'est comme ça que tu crées la confiance aussi. Effectivement, pour raconter une anecdote, nous aussi dans le luxe, on a lancé récemment une activation. Toutes les parties où on se stressait ont fonctionné sur la tech. Ce qui a bloqué, c'était la logistique. Et donc finalement, c'est pas la blockchain ou le Web3 qui posait problème, c'était juste des problématiques traditionnelles. Merci beaucoup Laurent pour ton témoignage. Peut-être Louis, du coup, pour finir un peu sur ce bilan et les cas d'usage concrets, comment toi tu abordes en fait cette disruption du marché du vin et des spiritueux? Raconte-nous un peu ce que tu fais concrètement avec Intercellar, même si on a eu un avant-goût, et aussi Wine Bottle Club. Et pour toi, qu'est-ce qui change en fait dans la stratégie marketing aujourd'hui d'un domaine de vin ou d'un spiritueux, et comment on y adosse des actifs digitaux pour voir plus loin, finalement, construire de nouveaux types d'expériences? Alors avant de parler des succès et des écueils qu'on a eus, comme tu le disais, c'est important peut-être que je redéfinisse exactement ce qu'on fait. Donc sur intercellar.io, bon là vous avez une visibilité sur
sur notre site web. Finalement, on est un peu... Alors on a parlé, Sylvie a parlé de traçabilité de la bouteille, traçabilité de la qualité. Laurent parlait de traçabilité finalement du consommateur au travers de cartes, au travers d'un club. Finalement, en fait, nous sur notre plateforme, l'idée c'était de regrouper tous ces acheteurs et ces différents cas d'usage au sein d'une même entité. Et en fait, c'est très simple ce qu'on fait sur notre marketplace. On vend du vin de manière traditionnelle, sauf que derrière, on utilise la blockchain pour créer, comme le disait Laurent, des jumeaux digitaux des bouteilles. Donc ça va permettre en fait finalement aux gens de pouvoir confectionner une cave digitale. L'actif physique, la bouteille physique reste stockée physiquement dans un entrepôt. Et finalement, ce double digital, on va pouvoir le garder dans son portefeuille, dans sa cave numérique, pour pouvoir faire vieillir ses vins et se les faire livrer plus tard. On va pouvoir les échanger. C'est très important. Aujourd'hui, les gens aiment pouvoir échanger des choses. Tiens, j'ai une caisse d'Edmus, je vais l'échanger contre une bouteille de Pétrus, on va dire plutôt pour être plus équivalent. Je ne sais pas, mais en tout cas, les échanges. Pourquoi pas la revente également. Donc en fait, on va venir structurer un marché grâce à cette technologie. Donc ça, c'est vraiment le concept qu'on essaye de mettre en place. Et comme le disait, donc on a fait plusieurs lancements. Vous avez quelques exemples ici. Smith Olafite, on a fait une winery en Espagne. On a lancé Champagne Carbone. On a lancé Malartic-la Gravière. Ça s'est extrêmement bien passé. C'était un petit peu nos preuves de concept. Et évidemment, le projet de Laurent, qui est un projet qui était un peu plus sur mesure, mais sur lequel, en fait, on avait une expertise. Parce que comme le disait Karen, j'ai créé avec mes associés, en amont de Intercellar, une collection de membres donc, qui s'appelle Wine Bottle Club, qui compte plus de 2000 membres, un petit peu moins de 2000 membres aujourd'hui. Et donc on a cette expertise. Et c'est intéressant aussi de ramener les gens dans le physique. Et au travers de clubs, on peut proposer évidemment des avantages, donc avec des cartes comme celle de Laurent, liées à l'achat des vins. Ça peut être des prix préférentiels, des cuvées spéciales en fonction. Si par exemple on peut détecter si une personne a acheté 3 années de suite une bouteille du domaine, on peut lui proposer à la vente de manière exclusive une nouvelle cuvée. Donc ça c'est l'aspect tangible bouteille, mais il y a aussi l'aspect événementiel, faire venir des gens dans son domaine, etc. Et donc la partie club, ça aide à ça. Donc le relatif succès, je vous le disais, on a aujourd'hui une très belle communauté, on est plutôt très content de toutes les ventes qu'on a réalisées. On va en réaliser plus d'une centaine cette année. Et du côté des écueils, alors je rejoindrai du coup Laurent, il y a plusieurs choses. D'abord l'aspect communautaire qui est jamais évident à gérer. C'est la base d'un projet dans le web classique et même dans le web 3 tel qu'on l'appelle, mais c'est la base de toute entreprise digitalisée, créer une communauté autour de son produit. Et le pendant de ça, c'est que la communauté, elle est exigeante, elle contacte les gens directement entre affaires des réseaux sociaux, etc. Donc c'est quelque chose d'assez complexe à gérer et qui prend du temps. Je parle de temps du coup, et c'est le deuxième écueil. Quand on œuvre au sein d'une entreprise comme la nôtre, on fait face à des soucis et des défis plutôt technologiques. Donc ça prend du temps déjà en termes de tech et ça prend du temps en termes d'acclimatation. Donc qu'est-ce qui prend du temps? C'est d'aller convaincre les vignerons, c'est d'aller vous convaincre de l'utilité de cette technologie et d'aller convaincre aussi les consommateurs de la pertinence de notre projet et du fait qu'en fait l'expérience utilisateur est très intéressante. Et ça, vu que ça prend du temps, ça oblige certaines sociétés, c'était notre cas, à lever des fonds, ce qui n'est pas un problème. On a levé 1 million d'euros, on vient de clôturer notre première levée de fonds. Mais finalement, voilà, c'est des choses qui prennent du temps et on est vraiment dans l'environnement start-up. Donc les deux principaux écueils, c'était cela, le temps et la gestion aussi, évidemment, de la communauté. Et on va travailler cette année pour essayer de continuer à trouver des solutions. Super, merci beaucoup. On passe à la dernière partie sur plutôt se projeter en fait sur l'avenir. Là, on a fait pas mal le bilan de cas d'usage que vous avez éprouvé cette année ou les années passées. Là, l'idée maintenant, c'est de vous donner un peu des clés de compréhension et une vision, des convictions sur les tendances qu'on voit pour 2024 et même les années à venir, parce qu'on l'a dit, finalement, cette transformation technologique et culturelle, c'est aussi une transformation de long terme. Hein, ça ne va pas se faire en 6 mois. Les briques qu'on est en train de poser aujourd'hui, elles doivent toucher l'ensemble des business dans plusieurs années. Peut-être chacun dans le sens que vous souhaitez. En un mot, ou en plusieurs si vous voulez, peut-être vos perspectives et les tendances fortes que vous voyez sur l'année à venir. Et finalement, pourquoi aujourd'hui, quand on a un domaine de vin ou quand on est dans le champagne ou les spiritueux, ce serait dommage de rater ce virage. De mon point de vue, c'est une technologie qui va se généraliser, qui va impacter tous les secteurs du vin. Et je pense qu'on fera du Web3, du NFT, de la blockchain, tous bientôt, mais sans le savoir.
Encore une fois, on aura réussi à simplifier ce que voit l'expérience utilisateur et que derrière le moteur seront ces technologies et les gens ils auront leur cave dans le cloud. Mais est-ce que derrière, quelle est la technologie et on s'en fiche en fait quelle est la technologie, on veut juste que ça marche et que ça délivre la promesse et c'est le cas. Je pense que tous les concepts, les proofs de concepts, les preuves sont là aujourd'hui. Enfin, et l'intérêt massif que l'on voit de tous les vignerons, la salle est pleine, hein, les gens sont debout derrière et ça veut bien dire quelque chose. C'est qu'on se pose des questions, on a envie de voir, on a encore envie de tester. Donc pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus, comme quoi c'est une des technologies clés qui vont impacter le monde du vin. Et je dirais, au-delà de ça, pour moi, c'est une technologie qui permet de recréer du lien. Et ça, c'est une des choses que j'ai appris, que j'ai découvert en fait. Ce club, nous, des allocataires, le club Elmus, on a un groupe WhatsApp avec donc tous les membres y ont accès. Donc je leur envoie des nouvelles, je leur dis que je suis là par exemple aujourd'hui, je leur envoie une coupure de presse, je leur propose de voter pour le nom d'une nouvelle cuvée, je lance un débat sur un sujet et le taux de réponse est juste incroyable. C'est-à-dire que les gens en fait, peu importe qu'ils soient en Colombie, à Oman ou à Berne en Suisse, eh ben, ils me répondent, ils me parlent, ils se parlent entre eux. Et donc on se retrouve avec des gens qui ont des sujets communs, qui sont passionnés. Et alors ça prend du temps, hein. Des fois un groupe WhatsApp, quand vous n'êtes pas connecté pendant 2 jours, vous avez 150 messages. Mais ça veut bien dire qu'il y a la techno, encore une fois, peu importe la techno, mais quand elle recrée du lien, quand elle recrée cette expérience utilisateur, on est dans le vrai, on est dans le mille, quoi. Et moi je pense que ces technos vont permettre de recréer ce lien de partage d'outils d'aujourd'hui, hein, d'outils modernes, contemporains, faciles, efficaces. Et que c'est pour ça aussi qu'elles vont être portées vers le succès. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, c'est souvent quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas, mais cette technologie peut amener encore plus de liens humains aussi, peut permettre des rencontres, des expériences humaines, ce qui peut parfois paraître un peu bizarre vu qu'on parle d'immersif ou de Web3, mais effectivement... Oui. Très concrètement, le mois de mai, on organise une journée porte ouverte. Alors nous, c'est un petit domaine, il n'est pas ouvert au public, mais pour nos allocataires, on organise une journée, on va les recevoir, on va un food truck qui vient, voilà, on va faire un énorme barbecue et on va passer une journée à déguster des cuvées qui n'ont pas encore, sont encore disponibles. On va aller visiter les infrastructures et on n'a que 100 places et elles sont déjà toutes prises. Sylvie, tu veux... Oui, nous, ce qu'on observe, en fait, c'est que, en général, nos clients commencent à s'apercevoir, et ça, c'est une très bonne nouvelle, qu'en fait, la technologie n'a de sens que si elle est utile. Et on commence clairement à apporter la preuve qu'elle est utile, donc pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, l'authenticité, la traçabilité, que c'est une véritable demande aujourd'hui aussi de la part des consommateurs. Que c'est une façon de les rassurer, qu'aujourd'hui, clairement, dans le secteur des vins, ça fait 20 ans que je travaille dans le vin, on a besoin aussi de conquérir de nouveaux clients, que c'est une technologie extrêmement puissante pour les raisons qu'ont évoquées Laurent et Louis, une technologie hyper puissante pour engager de nouveaux clients. On a besoin de trouver de nouveaux clients, on a besoin de se rajeunir aussi. Voilà, confiance, engagement, traçabilité, confiance. Et peut-être aussi, tu l'as dit tout à l'heure, mais le fait d'avoir une vraie convergence entre plusieurs technologies. Oui, ça c'est important. Ne pas les opposer, je pense que c'est important. Ne pas les opposer. On s'inscrit vraiment dans la philosophie de chaque domaine, parce qu'on peut s'adapter aussi à la philosophie de chaque domaine. Hein. Plus de traçabilité, moins de traçabilité, de l'engagement client. On est capable aujourd'hui, avec cette technologie associée à d'autres socles technologies, de s'adapter vraiment à la stratégie commerciale de chaque domaine. Louis ? Du coup, pour conclure sur la vision, je pense, du marché, beaucoup d'experts s'attardent et surtout s'accordent à dire que 2024 sera l'année du Real World Asset, donc l'année dans le web des actifs digitaux. Et en fait, finalement, on est à la convergence de technologies qui existent déjà depuis très longtemps. Le métavers, ça existe déjà depuis longtemps. Il y avait déjà Second Life à l'époque qui existait. La gamification, les jeux vidéo existent depuis longtemps. La réalité augmentée existe également depuis très longtemps. Les casques Oculus, etc. Vous avez dû voir aussi Apple qui lançait son propre casque. Et en fait, la pierre angulaire, la cerise sur le gâteau qui manquait, c'est qu'est-ce que je vais mettre en fait dans ces univers parallèles. Et ce sont les real world assets, c'est-à-dire les jumeaux digitaux d'actifs physiques qui existent réellement. Et en fait, la propriété va devenir digitale, même si elle est également physique.
Et c'est ça en fait qui manquait. On vient enrober, habiller la mariée de plusieurs technologies qui existent déjà depuis très longtemps. Donc en fait, au travers, nous dans le secteur qui nous intéresse, les vins et spiritueux, ça va permettre en effet d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur et finalement d'aller chercher des nouveaux consommateurs, parce que je pense qu'on est tous là plus ou moins pour la même chose, trouver des nouveaux consommateurs, surtout en ces temps de déconsommation où on parle évidemment de baisse de la consommation d'alcool, ce qui n'est pas un mauvais point en soi. Mais l'idée, c'est que les gens et les jeunes générations puissent être intéressés par l'univers des vins spiritueux de manière globale, au travers d'un jeu, d'une gamification, au travers d'expériences physiques qu'on peut compléter avec le digital. On peut par exemple avoir livré des bouteilles physiques avant de réaliser une dégustation virtuelle sur un métaverse. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc la vision pour 2024, c'est celle-là, c'est le Real World Asset qui va être intégré au travers de différentes technologies qui existaient déjà et qui sont en train d'exploser. Donc le métaverse, parce qu'il y a eu l'année des crypto-monnaies, je parle récemment, il y a eu les NFT, il y a eu le métaverse, toutes ces tendances finalement se sont cassées la gueule parce qu'il n'y avait pas encore le liant, et le liant est là aujourd'hui, et dans les vins spiritueux, ça se prête très très bien. Voilà. Alors peut-être avant de prendre quelques questions, j'adore faire cet exercice, mais c'est hyper compliqué. On est en 2035, c'est quoi l'expérience client de demain dans le vin, Laurent? En un mot, selon toi. Alors en 2035, je suis sur mon smartphone. Je vais pas avoir des lunettes sur moi tout le temps comme ça. Je suis quand même sur mon smartphone. Je viens de me rendre compte que j'ai un dîner de famille dimanche. Bien sûr, j'ai aucun vin chez moi stocké. Par contre, je regarde ma cave. Effectivement, j'ai un grand cru Saint-Émilion, Château Edmus 2016. Il est délicieux. Je fais livrer et j'aurai mon vin pour dimanche qui arrivera et qui aura été parfaitement conservé depuis aujourd'hui jusqu'à 2035. Il sera dans les parfaites conditions. Une bouteille authentifiée qui aura été conservée à plat, à la bonne hygrométrie et à la bonne température. Il sera parfait pour être dégusté en 2035. Je vous l'assure. Tu nous donneras la date. Hein. Sylvie? C'est une bonne question. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment réfléchi. Non, ben si, pour moi, c'est vraiment... le vin, on est quand même dans le concret, on est dans le plaisir, on est dans le partage. Donc c'est lorsque nos technologies auront vraiment réussi à faire ce lien de plaisir, de partage entre le consommateur, moi consommateur, j'ai envie de connaître le vigneron qui est derrière la bouteille que j'ai sur la table et de vivre des expériences incroyables qui n'étaient pas forcément possibles jusqu'à présent. Il y aura certainement de nouvelles technologies qui vont encore aider à ça. Oui, c'est vraiment le lien direct avec le domaine grâce aux nouvelles technologies et grâce à nos technologies. Et Louis? Et moi, j'irai dans la continuité de ce que vous dites tous les deux. On est le dimanche pour ce fameux... C'était un déjeuner ou un dîner, je ne sais plus. Un déjeuner. Et donc, on a reçu la bouteille. C'est génial, grâce à cette technologie. Et puis finalement, attention, je ne veux pas vous faire peur. Hein. On est en 2035, c'est quand même assez loin. Mais on met tous notre casque parce que moi, je vous dis, ça va être cool. On va déguster, au moins Laurent en personne, sous forme d'un jumeau numérique, va nous présenter la bouteille. Donc on fait la dégustation avec lui, au moins le début de la dégustation. Il nous explique, il est à côté de nous en fait au travers de ce casque de réalité virtuelle. Et puis après, on pose le casque et on passe un bon moment. Mais on intègre de manière intelligente et subtile la technologie pour sublimer l'expérience. Voilà. Super, j'espère qu'on vous a fait voyager. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que la technologie, elle est là et elle est là pour durer et pour aider, accompagner cette transformation de l'industrie du vin. Mais ce qui reste quand même cool, c'est qu'on continuera de déguster du bon vin. Voilà, merci à tous les trois. Et s'il y a des questions, merci. Je crois qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais on peut en prendre quelques-unes. Merci. Bonjour. C'est super passionnant, vraiment. Des cas d'usage que j'ai vus sur le NFT, c'est très souvent lié à des séries limitées. D'ailleurs, vous l'avez présenté, vous, comme 10 bouteilles. Alors, est-ce qu'il y a une problématique à passer à l'échelle, sachant que très vite va se poser le sujet de la logistique? On vend finalement une promesse d'un vin certainement exceptionnel, mais que je ne possède pas à la maison, qu'il est stocké chez vous. Le jour où les NFT sur des vins un peu rares, ou même sur des spiritueux, le marché se développe de manière très forte. Comment est-ce que des acteurs comme vous allez gérer un sujet logistique? Ou alors est-ce qu'il faut d'ores et déjà investir dans des grands entrepôts pour garder le vin et les alcools en une perspective à 10 ans?
Après, je pense que Laurent pourra compléter mon propos, mais l'édition limitée, finalement, c'est un produit d'appel. On parlait tout à l'heure de communauté. Ce qui est important, c'est de voir, en tout cas, nous, c'était notre objectif. On aime bien dire qu'on est un agrégateur de communauté. On va chercher plein de projets qui sont très différents. Et en fait, au travers d'une édition limitée, il y a un engagement qui est plus fort. Et en fait, parce que c'est nos consommateurs qui fonctionnent comme ça pour l'instant, parce qu'ils ne connaissent pas forcément l'univers. Donc au travers d'une édition limitée, on va les attirer, ils vont dire tiens, c'est chouette, il y a un produit, ils aiment collectionner, c'est comme les cartes Pokémon, c'est comme plein d'autres choses, sauf qu'in fine, ça se déguste. Et ça, en fait, on va leur apprendre après. Et une fois qu'on a attiré le client au travers d'une édition limitée, le but, et c'est nous ce qu'on va faire par exemple cette année, c'est proposer des gammes classiques de vin. Et la personne aura dit tiens, j'ai goûté une édition spéciale de Smith Lafitte. Tiens, le Smith Lafitte classique, je vais le goûter aussi. Et je vais me le faire livrer et je vais l'acheter. Donc c'est vraiment, il faut le voir comme ça. Nous, on l'a vu comme un produit d'appel et une preuve de concept pour essayer notre concept. C'est important dans une start-up d'éprouver le concept. Donc c'était vraiment presque un passage, même si c'est toujours intéressant de faire des éditions aussi limitées pour raconter d'autres choses. J'ai une deuxième question, si je peux. Vous avez parlé également de vente aux enchères, et je trouve que le sujet des NFT sur des vins, il y a énormément de vins vendus aux enchères, je sais d'en acheter de temps à autre. C'est vrai qu'on ne connaît pas toujours la provenance, la qualité, les conditions de conservation. Et je trouve que le sujet de la traçabilité sur les ventes aux enchères, certainement un sujet à traiter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le certificat, il devient numérique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un bout de papier avec un tampon qui engage l'émetteur, là, c'est un certificat numérique qui est fait par l'émetteur. En l'occurrence, c'était Ideal Wine. Mais ça rejoint exactement cette problématique. C'est-à-dire que je m'engage à ce que ce vin il soit stocké dans de bons endroits, à la bonne température, la bonne hygrométrie, la bonne lumière, sécurisé. Il ne faut pas que l'entrepôt puisse peut-être prendre feu, assuré. Etc. Donc il y a un ensemble comme ça de critères qui rajoutent de la valeur au vin que vous venez d'acheter. Vous avez la certitude que le vin il n'a pas passé 2 jours à 35 degrés dans le port de Shanghai. Et puis pour revenir en France d'ailleurs, avec un bilan carbone désastreux, la bouteille n'a pas bougé de la cave du vigneron ou de la cave de l'entrepositaire. Et effectivement, il y a des capacités de stockage qu'il faut pouvoir construire. Vous avez des partenaires comme Gamba et Rota qui sont là, qui vous expliqueront comment ils s'organisent déjà pour ce marché-là. Il y a une demande effectivement croissante de stockage déporté pour avoir ces caves virtuelles aux bons endroits, dans les bonnes conditions. Oui. Merci. Je crois qu'il nous reste très peu de temps. On peut prendre peut-être une dernière question et après, si vous voulez, on pourra se retrouver juste après. Ouais. I hope it's okay to ask a question in English. Sure. All right, so just out of my head, there is over 300 different blockchains, and I don't know the latest stats. Yeah, is it better? Yeah. Perfect. Out of my head, there is over 300 blockchains in the world right now. And I don't know the latest stats, but I guess it's around over 100,000 independent winemakers in Europe only. How do you see the fragmented market, which is currently accessible to early adopters, to evolve in the next 5 years or a decade? Do you expect to have a centralized wine blockchain exchange or wine bank that actually connects consumers and their NFT or wine token holders? And if so, could you give some examples or some vision on that? And I think that's a question to all of you. So there are a lot of cryptocurrencies. The main cryptocurrencies for smart contract, because the technology behind all those technologies is the smart contract, and the main blockchain is Ethereum. But there are a lot of layer 2 on this blockchain, and the goal is to find the easiest, the fastest, and the lowest ecological footprint blockchain. For example, we use Polygon, which is one of the fastest technology on the blockchain. And of course, there is some possibilities to build a kind of centralized blockchain dedicated to the wine and spirits. Yeah, I think just to conclude on it, it will be something that we will see in the next few years, that there is not today a standardization of the blockchain technology regarding the wine industry. Like we can see, yes, we see Ethereum and Polygon, but also the layer 0 as a new standard. But for now, there are not so much big platforms, centralized or decentralized, dedicated to wine. So
this is one of the Interstellar, maybe? Interstellar for sure, but this is one of the main topics I think for the next few years, and I think it's your objective. Like we can see in the sports industry, for example, we can talk about big players in the luxury industry. We see that there are some consortium like Aura Blockchain, for example. In the wine industry, we see some standards emerging, and we have to see in the next few years what will be the standard. Will it be like decentralized or centralized, or you can do both? This is all the question about interoperability, security, and user experience that have to be seamless. When we are talking about digital, physical asset, like phygital asset, we have to use a certain amount of centralization. It's not possible to decentralize everything like in a decentralized finance. And one of the main concern is also to make some bridges between the different blockchains. And it was exactly the same concern for metaverse. You have a lot of different metaverse, and I don't think that there will be just one metaverse, but some bridges between the different metaverse. So the technology is evolving, and we are going to have something more centralized. And this is what we are doing with Interstellar, for instance. We are trying to involve all the chain of value with the producer, with the consumer, and also in the near future maybe with all the professionals of the wine industry. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci.